Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo prédiction des Oscars. Alors les Oscars ça va être de la nuit du 15 au 16 si je dis pas de conneries vers 1h du matin. Alors on a déjà une année qui est assez extraordinaire parce que Sinners est le film qui a reçu le plus de nominations. Il en a reçu 16, ce que ça en fait aussi le film le plus nominé de toute l'histoire des Oscars. Donc rien que ça, on a déjà une année qui est absolument historique. On peut espérer un sweep quelque part. Donc un sweep c'est quand il y a eu meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario, meilleur réalisateur, meilleur film. On peut peut-être espérer un sweep cette année, c'est pas arrivé depuis très longtemps je crois, c'est plus arrivé depuis Silence des agneaux. Puis voilà, on va direct passer aux prédictions, on va pas perdre plus de temps. Donc là je vais faire mes prédictions, qu'est-ce que j'aimerais avoir gagné et qu'est-ce que l'Académie va récompenser selon moi. Donc ça c'est deux trucs différents. Je vous ai mis deux petits Oscars, parce que attends on travaille. Quand tu auras cet Oscar là et quand tu auras ce bruit, ça veut dire que pour moi c'est ce que l'Académie va donner. Par contre quand tu auras cet Oscar là et quand tu auras ce bruit là, ça veut dire que ce que j'aimerais avoir gagné. Et après on va faire un petit comptage pour voir si j'ai eu tout bon. Normalement ça se passe bien, l'année dernière ce que j'avais fait j'ai eu un bon score. J'espère que maintenant que je filme, je vais pas avoir un score de merde. Ce serait pas mal. Alors meilleur son, on a en compétition F1, Frankenstein, Une bataille après l'autre, Sinners et Sirat. Je pense que l'Académie va récompenser F1 parce que c'est un film qui a, je crois que ça a passé genre 3 fois plus de temps en mixage son que n'importe quel autre blockbuster. Il y a un travail sur le son, notamment autour des moteurs, dans les moments de course, qui est assez fou. Donc je pense que l'Académie va récompenser ça. C'est un peu la méta s'il y a un film de guerre ou s'il y a un film avec des voitures, on va récompenser ce film là. Mais pour moi mon Oscar personnel ce serait Sirat. Là où dans F1 le son est plus une conséquence de quelque chose. La conséquence c'est que y a des voitures, il y a des courses, donc tu t'attends à avoir un son qui est absolument dingue. Alors que Sirat c'est pas un film où tu t'attends à avoir un son qui est absolument dingue. Le film t'accueille avec, enfin t'accueille c'est un grand mot, mais t'accueille avec ses sons de rave et le son est presque un personnage à part entière dans le film. Pour moi le travail du son me touche plus dans Sirat. C'est pour ça que je te récompenserai plus Sirat. Après je le vois pas gagner. Très honnêtement je pense que ça va être F1 qui va gagner. Mais putain si c'est Sirat qui gagne ce serait très beau. Ensuite on passe à la catégorie des effets spéciaux. On a en compétition Avatar Fire and Ash, F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus et Sinners. Donc là on a déjà Sinners dans deux catégories. Et je vais vous dire je vais beaucoup dire Sinners dans cette vidéo. Pour moi il n'y a vraiment pas de débat, c'est Avatar 3. Parce que c'est un film qui repose quasiment uniquement sur des effets spéciaux. Bon même repose sur des effets spéciaux. Il n'y a pas un plan sans effets spéciaux. Après il peut peut-être y avoir une surprise avec F1. Parce que F1 il y a pas mal d'effets spéciaux invisibles en fait. On s'attend pas à avoir des effets spéciaux à ces moments là. Parce qu'ils sont tellement bien intégrés et tellement invisibles que peut-être que l'Académie va peut-être récompenser ça. Que ce soit aussi bien l'Académie ou moi, je récompense Avatar. Meilleur production design. Donc la production design, si vous savez pas, c'est tout ce qui est décor. On a en compétition Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême, Une bataille après l'autre et Sinners. Je pense que l'Académie va récompenser Frankenstein. Alors je vais partir dans une méta Frankenstein pour tout ce qui est direction artistique. Le film a des décors qui sont absolument dingues. Et ce qui est dommage c'est que c'est un peu mélangé avec du numérique et que ça se voit. Mais il y a des vrais trucs dingues, surtout autour des châteaux, la salle de Frankenstein, du docteur Frankenstein, absolument folle. Donc c'est normal qu'ils soient récompensés. Pour moi, l'Académie va récompenser Frankenstein. Après moi, mon Oscar personnel, je donnerai plus à Hamnet ou Marty Suprême. Hamnet parce que c'est un film d'époque, ils ont reconstruit le Shakespeare Theatre, donc c'est un truc qui est assez ouf. Il y a aussi beaucoup de reconstruction de l'époque. Ça reste vraiment en tête. Et Marty Suprême parce que j'adore New York. Et du coup, tout ce côté des années 50 de New York, je trouve absolument dingue. Ça m'a transporté dès les premières secondes. Toutes ces tables de ping-pong aussi qui sont alignées, ça donne des images qui sont assez folles. Et il y a aussi tout le Japon. Enfin, ça m'a plus touché Marty Suprême en termes de décor, ça m'a beaucoup plus touché. Mais pour moi c'est Frankenstein qui part avec la tarbale comme on dit. Donc après meilleur make-up et hairstyling. J'ai essayé de faire la traduction dans ma tête, alors attends ça a pris du temps hein. Donc meilleur maquillage et coiffure. On a en compétition Frankenstein, Kokuo, donc le maître du kabuki en français, Sinners, Smashing Machine et The Ugly Stepsister. Si ça parle de DA ça va être Frankenstein, donc là ça va être Frankenstein. Il y a des trucs qui sont absolument fous en termes de make-up et de coiffure. Après moi mon Oscar personnel serait plus à The Ugly Stepsister. Il y a un vrai travail de maquillage. Le maquillage est vraiment au service du film. Tu peux pas faire le film sans maquillage parce que comme c'est du body horror c'est essentiel. Mais je pense pas que l'Académie veut le donner à The Ugly Stepsister. Pour moi ça va être à Frankenstein. Alors là on va taper quelque chose d'un peu plus compliqué. Meilleure musique originale. On a donc. Alors je vais essayer de dire les noms. Ce qui va être compliqué parce que il y en a, ils ont des noms à dormir dehors. Bugonia, Jerskin Fendrix, Frankenstein, Alexandre Desplat, Hamnet, Max Richter, Une bataille après l'autre, Johnny Greenwood et Sinners, Ludwig Göransson. Je pense que ça va partir à Sinners parce que c'est Ludwig Göransson et c'est un film qui tourne autour de la musique aussi. La musique est
aussi quasiment un personnage. Parce que je pars dans une méta où l'Académie va pas donner meilleur film à Sinners et du coup va lui donner des prix plus secondaires. Donc je vais partir sur ça, je vais partir sur Sinners, Ludwig Göransson, je crois que ça va faire son 3e Oscar au mec, c'est un truc de fou. Et moi mon Oscar personnage je donne à Une bataille après l'autre. Parce que Une bataille après l'autre, la musique est absolument folle. Et puis surtout c'est aussi quasiment un personnage à part entière. Hein. Il y a quasiment pas une scène sans musique. Dans le film, ils ont des espèces de petits trucs qui font de la musique là, où quand ils se rapprochent, la musique se lance. Et du coup, quand les deux se rapprochent, la musique se mélange un peu. Quand Willa et DiCaprio ils se rejoignent, il y a la musique qui commence à se tourner. Ça fait des espèces de petits envolées musicales. Enfin, c'est une musique que je trouve absolument dingue, qui me touche beaucoup. Très honnêtement. Donc mon Oscar personnage, je donne à Une bataille après l'autre. Après je pense que ça va être Sinners qui va partir avec. C'est un film qui tourne autour de la musique, qui parle de musique. La musique est partout dans Sinners. Je pense qu'ils vont le donner à Sinners. Après là on va attaquer une nouvelle catégorie pour l'Académie. C'est la première année où il y a ça. C'est meilleur casting. On a donc en compétition Amnet, Nina Gold, Marty Supreme, Jennifer Venditti, Une bataille après l'autre, Cassandra Cullen-Kundis, The Secret Agent, Gabriel Dominguez et Sinners, Francine Meisler. Alors je pense que l'Académie va récompenser Amnet, ça tourne du coup autour de la pièce de Shakespeare et puis ça rentre beaucoup plus en profondeur. En fait ça raconte Shakespeare en tant qu'humain. Dans cette démarche d'humaniser Shakespeare, on voit beaucoup aussi sa famille et ses enfants. Et sans vous spoil, il y a un enfant qui s'appelle Amnet, du coup, qui est dans la langue anglaise Amnet et Hamlet, c'est le même prénom. On a ce truc où son gosse s'appelle Amnet et joué par un mec qui s'appelle Jacoby Jupp, je crois. La personne à la fin qui va interpréter Hamlet, c'est son grand frère dans la vraie vie. Rien que cette idée de caster 2 personnes à la même famille pour faire jouer 2 rôles différents, mais qui dans le fond se rapprochent. En vrai c'est une idée de génie. Hein. Puis aussi dans le casting, il y a tout le monde qui joue bien, tout le monde donne une performance dingue. C'est vachement un film d'acteur. Donc je pense que l'Académie va récompenser Hamlet. Après, personnellement, je l'aurais pu donner à soit The Secret Agent, parce qu'il y a une galerie de personnages qui est dingue. Hein. Le film dure 2h40, donc tu vois des personnages absolument partout, tout le temps, ça parle tout le temps. Je l'aurais pu donner à Secret Agent parce que chaque acteur est incroyablement casté et joue incroyablement bien. Et puis surtout, t'as pas l'impression que c'est des acteurs. Tu vois vraiment des personnages, tu crois constamment à tout ce qui se passe devant tes yeux, quoi. Donc j'aurais pu donner à The Secret Agent et aussi pour la petite vieille qui est super belle, qui est super cool, qui a même fait des pubs pour les Oscars. Et aussi Marty Supreme, parce que Marty Supreme, il y a vachement des gueules en fait. Il casse des gueules. Il y avait un mec qui a fait de la radio, tu sais, qui était SDF et qui après avait fait une pub avec une voix de fou. Il l'a casté dans le film, ce qui est assez ouf. Et aussi le mec avec le gros nez au tout début du film. Enfin voilà, en fait c'est des têtes qui tressent. Il y a même aussi Abel Ferrara qui est un réalisateur qui est dans le film. Il y a une galerie de personnages encore une fois. Quand je regarde les films, je me disais putain mais ce mec a une gueule quoi, j'ai pas l'habitude de voir ça. Donc personnellement j'aurais pu donner à soit Marty Supreme, soit The Secret Agent, mais ça va être Hamlet qui va l'avoir. Donc maintenant on va passer au meilleur costume. Meilleur costume, on a nominé Avatar 3 Fire and Ash, Deborah L. Scott, on a Frankenstein, Kate Hawley, on a Hamlet, Malgozio Turzanska, on a Marty Supreme, Miyako Bellici et on a Sinners, Ruth E. Carter. Donc je vais continuer avec ma méta. Tout ce qui est prix de DA, ça va être Frankenstein pour moi. Il y a des robes qui sont absolument dingues, et surtout Maya Goss, Scalak, elle a des grandes robes absolument immenses. Il y a aussi tout le design autour du costume de Frankenstein du coup. Tout ce qui va être prix de DA, pour moi ça va être Frankenstein. Donc pour moi c'est Frankenstein qui gagne et c'est vraiment mérité. Personnellement j'aurais pu donner mon Oscar à Hamlet parce que avec cette robe rouge d'Agnès qui du coup dénote avec toute cette image qui est vachement grisâtre, et puis c'est aussi cette reconstruction à cette époque qui passe par les décors mais qui passe aussi par les costumes. Et aussi il y avait des gens qui comprenaient pas pourquoi il y avait Avatar 3 qui était nominé, parce qu'Avatar 3, tout ce qui est en face de nous et du coup tous les décors sont faux parce que c'est de la 3D quoi. Ce qu'ils font en pré-production pour tous les avatars, ils construisent tous les costumes en fonction de la faune et de la flore du monde de Pandora. Ils avaient fait ça pour le making of du 1, je vous invite à le regarder. Par exemple il y avait aussi avec les boules, les trucs là, merde, les flèches avec les bouts, vous savez, on peut pas avoir des plumes parce qu'il n'y a pas de plumes sur Pandora et du coup ils avaient mis des petites feuilles. Voilà, ça c'est tout un travail c'est pas vraiment du costume, c'est plus de la DA, des décors, des trucs comme ça, mais c'est super important de penser à ça. Donc c'est pour ça qu'il est nominé dans meilleur costume, c'est-à-dire que tous les costumes ont été construits. Après c'est pas non plus ce qui me marque le plus les costumes dans Avatar, hein. Je pense qu'il y a 2-3 trucs avant. Pour moi ça part avec Frankenstein et je donne mon Oscar à Hamlet. Ensuite, meilleure musique, ce qui est différent de meilleure... Qu'est-ce que j'avais dit ? Là c'est meilleure musique, c'est individuel, c'est juste
single quoi. On a en compétition Dear Me, Diane Warren, alors c'est un documentaire. On a Golden de Keep Up Demon Hunter, on a Allied to You des Sinners, on a Sweet Dreams of Joy de Viva Verdi qui est aussi un documentaire, et on a Train Dreams du film Train Dreams. Je pense qu'à l'Académie va récompenser Golden parce que c'est la musique qui a le plus pété à l'international. Personnellement, mon Oscar je le donne à Allied to You des Sinners parce que c'est d'abord une scène qui est absolument extraordinaire dans le film, mais qui aussi réunit absolument toute la musique africaine et afro-américaine en 5 minutes de musique. Ça célèbre une culture en fait, c'est au-delà de juste une simple musique. Pour moi je le donne à Allied to You parce que je trouve la musique absolument dingue. Je pense que l'Académie va le donner à Golden parce que ça a été le plus gros hit. Mais si c'est vraiment Allied to You, putain, ce serait magnifique. On passe maintenant à un meilleur montage. On a en compétition F1 avec Stephen Mirionnet. On a Marty Suprême avec Ronald Bronstein et Josh Safdie qui aussi réalise le film. C'est un réalisateur qui monte son film. Donc ça c'est quelque chose qui est super important. On a Une bataille après l'autre, Andy Jurgensen. Sentimental Value, Oliver Bug Couté. Et on a Sinners, Michael P. Showier. Pour moi, meilleur montage, ça va partir à Une bataille après l'autre. Pour une raison assez simple, Une bataille après l'autre, c'est un film de 2h40 et t'as l'impression qu'il dure 1 heure. Il y a un rythme qui est absolument fou. Puis surtout, il y a une gestion du rythme. Il y a vraiment plusieurs rythmes à gérer dans le montage parce que le film va pas à la même vitesse. La première partie est vachement euphorique, c'est l'amour, c'est la découverte entre DiCaprio et Teyana Taylor. Après, il y a une autre partie dans cette petite partie qui est vachement plus mélancolique, c'est Teyana Taylor qui s'enfuit. Donc on a un truc beaucoup plus posé avec cette espèce aussi de danger latent qui peut piquer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, il y a un personnage qui peut partir, qui peut mourir, il peut se passer un truc de fou à n'importe quel moment dans cette partie-là. Après, on a le truc quotidien quand on a la petite ellipse de 16 ans. Là. On a le quotidien. Puis d'un coup, quand il y a Sean Penn qui arrive, bam, ça pète de partout. C'est un truc de fou, c'est la course. Et on a aussi cette course-poursuite à la fin qui est absolument folle. Parce que en vrai, j'ai mis du temps à me rendre compte que dans cette scène où il y a donc 3 voitures qui se poursuivent, techniquement il se passe rien. C'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire qu'il y a juste 3 voitures qui suivent, hein. Il se passe rien. Et pourtant t'as l'impression que c'est absolument vital ce qui se passe et c'est plus important et plus impressionnant que n'importe quelle scène d'action qu'il y a eu quasiment cette année, à part avec Avatar 3. Mais c'est un truc qui est absolument fou. Je le donnerais personnellement aussi à Marty Suprême. Alors, j'ai pas voulu faire de Joker parce que je trouve que c'est un peu triché. Je fais un choix, je le pose, même si j'aurais pu mettre des jokers notamment sur meilleur acteur ou meilleur réalisateur où vraiment ça se joue entre 2 ou 3 personnes. J'aurais pu mettre des jokers pour m'assurer un point. Là je ne m'assure pas de point. J'aurais voulu mettre un joker aussi sur Marty Suprême parce qu'il y a ce truc là où l'année dernière, si vous avez regardé, vous avez vu que Anora a eu énormément d'Oscars. Je crois qu'il en a eu 5 ou 6. Et Sean Baker, du coup le réalisateur, a eu 4 Oscars dans la même nuit. Il a eu meilleur film parce qu'il était producteur, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur montage. Donc ils ont récompensé un réalisateur qui a monté son propre film, ce qui est pas banal. Et donc là, on a dans meilleur montage Josh Safdie pour Marty Suprême qui a donc réalisé et monté le film avec un autre mec qui s'appelle Ronald Bronstein. Donc il y a peut-être une méta à faire quelque part. Voilà. Outre que le mec monte et réalise son propre film, et écrit son propre film et produit son propre film, il y a un rythme dans Marty Suprême. Regardez ma position, regardez comment ça me rend le rythme de ce film. On peut aimer ou pas aimer le film, hein, ça c'est un autre débat. C'est aussi un film qui est assez mal compris, Marty Suprême malheureusement. Hein. Il voit Marty comme un héros alors que le mec c'est le pire des enfoirés. Mais tu peux pas enlever le côté technique de ce film là. Le montage est absolument dingue comme dans tous les films des frères Safdie. Donc meilleure photographie, on a en compétition. Alors Frankenstein c'est Dan Lauston. On a Marty Suprême, Darius Kunji. On a Une bataille après l'autre, Michael Bauman. On a Sinners, Autumn, Durald Akapo. Et Train Dreams, Adolfo Veloso. Pour moi ça va pas repartir à Frankenstein. Je pars dans une configuration où Sinners gagne des prix techniques parce qu'ils vont pas lui donner meilleur film. Parce que c'est pas parce qu'en vrai c'est pas parce que ça a eu 16 nominations et que c'est le film le plus nominé de tous les temps, il va repartir avec grand chose. Je suis un fan de Scorsese. Je suis les Oscars depuis je sais pas combien d'années. En tant que fan de Scorsese, j'en ai eu des films de Scorsese qui étaient nominés 10 fois ou plus et qui n'ont absolument rien eu. Donc il faut vraiment pas se baser sur ça. Quand tu regardes The Irishman ou Killers of the Flower Moon il y a 2 ans, 10 nominations, donc à eux deux ça fait 20 nominations, ça a eu 0 Oscar. Donc il faut vraiment pas se baser sur le nombre de nominations. C'est déjà presque une victoire que Sinners ait eu 16 nominations. Peut-être qu'en fait ils vont juste lui donner des prix techniques et les 16 nominations. Comme ça au moins ils leur donnent pas meilleur film et ils célèbrent un peu ce film là. Je pense que l'Académie va le donner à Sinners. Et surtout s'il le donne à Sinners, ça fait déjà un Oscar de plus pour Sinners, ce qui est très cool. Et puis surtout pour sa plus grande qualité à Sinners, qu'est sa photographie, qui a ce côté en fait ça utilise un format qui est très long. Je crois que c'est du 2,76 si je dis pas de la merde. Et en même temps ça utilise de l'IMAX. Donc il y a tout ce changement de ratio là qui est super signifiant, super important dans le film, qui raconte vraiment quelque chose et qui est une vraie proposition de cinéma. Et surtout, ça fera la première femme à gagner dans cette catégorie-là. Donc pour moi, c'est Sinners, c'est quasiment acté. D'un côté, on récompense Sinners, la plus grande qualité de Sinners, et en même temps, on le donne un Oscar pour la première fois à une femme.
au bout de 98 éditions, c'était peut-être temps quoi. Personnellement, mon Oscar personnel, du coup, je le donne à soit Marty Suprême, soit Une bataille après l'autre, soit Train Dreams. De toute façon, là, c'est une des catégories qui est le plus remplie parce que dans les 5 nominés, les 5 peuvent gagner. Moi, j'ai juste un tout petit peu de mal avec Frankenstein parce que je trouve ça un peu trop numérique. Meilleur film d'animation. Alors, je pense que là, il vraiment pas y avoir de débat. On a Arco, Elio, K-pop Demon Hunters, Petite Amélie et la métaphysique des tubes, qui est français d'ailleurs comme Arco, et Zootopie 2. On a 2 films français déjà dans cette catégorie, c'est suffisant, super. Alors normalement sur meilleur film d'animation, c'est toujours le Disney qui gagne, à part de très rares occasions quand il y a un Miyazaki ou quand il y a Spider-Verse, les films Spider-Verse. Sauf que là, dans les années Disney, on n'a pas eu une année folie folle. Le seul Pixar qu'il y a, c'est Elio, et il a fait un four monstrueux. Alors que c'est un super film, qui est vraiment beau, je vous conseille si vous l'avez pas vu, ça fait un bide monumental et ça le mérite vraiment pas. Et on a aussi Zootopie 2, donc c'est les seuls 2 Disney qui sont nominés. Je pense pas que Amélie la métaphysique des tubes va gagner, très honnêtement je pense pas. Je pense que l'Académie va récompenser K-pop Demon Hunter, parce que c'est le film qui a pété, ça a été un phénomène culturel. C'est sûr que ça va être ça. Personnellement, l'Oscar, moi je le donnerais à Arco. Je trouvais que c'était un film vraiment extraordinaire, vraiment très bien fait, très beau, rempli d'idées, rempli de beauté, rempli de sincérité. Mais il va clairement pas gagner. Donc après on passe à meilleur documentaire. On a en compétition The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin et The Perfect Neighbor. Dans ces catégories-là, je pense que c'est Perfect Neighbor qui va gagner. Et mon Oscar personnel, je donne à Perfect Neighbor. Parce que parmi tous ces documentaires, avec The Alabama Solution, c'est les 2 qui m'ont vraiment retourné la gueule. Je vous conseille de les regarder. Perfect Neighbor, en fait, ce qui est terrible, parce que du coup, c'est la pure vérité factuelle, c'est que c'est filmé avec les caméras des policiers. Donc tout ce qui se passe, ça s'est vraiment passé. Et ça désole quand tu finis le film. C'est un des seuls films où sur mon compte Letterboxd, j'ai pas mis de notes. Tu peux pas mettre de notes sur ça, c'est la vérité. C'est une femme qui a été tuée. Tu peux pas donner de notes à ça, c'est terrible. Et en plus, c'est le meilleur documentaire parmi tout ça. Il y a aussi Mr. Nobody contre Poutine qui a gagné au BAFTA, qui est assez touchant parce qu'en fait c'est vraiment ce truc là de responsabilité individuelle. C'est un mec contre son gouvernement qui ne peut pas tolérer ce qui se passe, qui ne peut pas vivre avec et qui du coup va faire des actions à hauteur d'homme. Et du coup c'est vachement touchant en fait. Tu vois que c'est vraiment un mec qui ne peut pas vivre en faisant semblant. Donc c'est vraiment super touchant. Je suis trop content qu'il soit nominé et qu'il ait même gagné des prix. C'est un mec qui mérite un niveau dingue. Voilà, quasiment tous les documentaires sont à recommander dans cette catégorie. Donc regardez vraiment. En plus ça change un peu des films. Vous pouvez regarder des documentaires, ça fait toujours plaisir. Ça nous fait toujours grandir de regarder des documentaires. Donc je vous conseille. Alors là on va rentrer dans meilleur film international. On a en compétition The Secret Agent qui vient du Brésil, Un simple accident qui vient de France, Valeurs sentimentales qui vient de Norvège, on a Sirat qui vient d'Espagne et on a La Voix de Inrajab qui vient de Tunisie. Mon Oscar personnel part à La Voix d'Inrajab. Parce que c'est, encore une fois, un truc qui est beaucoup trop important pour pas que c'est une reconnaissance d'un point de vue mondial. C'est terrible et c'est quasiment même un documentaire parce que en fait il y a ce truc dans le film où il filme des scènes qui arrivent parce que du coup tout ça a été documenté, tout ce qui s'est passé à cette gamine qui... Pas de mots quoi. Et en fait dans le film, il filme les acteurs en train de faire les actions et en même temps sur le téléphone ce qui est filmé c'est la vraie vidéo. Donc c'est quasiment un truc documentaire et on a surtout la vraie voix d'Inrajab, les vrais appels qu'elle a passés. Donc pour moi, l'Oscar personnel, il repart à ça. C'est pas mon film préféré parmi toutes ces catégories. Mais en même temps, en fait, c'est compliqué de parler de ça parce que ça dépasse le simple fait de donner une récompense. Pour moi, ça doit avoir une reconnaissance quelque part. Ça doit gagner, même si ça a gagné à Berlin, je crois. Ça doit gagner sur la plus grande scène du cinéma mondial, ça doit gagner. Parce que c'est trop important de parler de ce qui se passe en Palestine. C'est un truc comme il arrive malheureusement trop. Faut en parler, faut en discuter. Et surtout, faut pas oublier, c'est ultra important, c'est capital que ce film-là gagne quelque chose et soit retenu dans les annales. Donc pour moi, ça repart avec ça. Malheureusement, je pense pas que les Oscars récompensent ce film. Je pense qu'ils vont le donner à Valeurs sentimentales, qui est un film merveilleux. Hein. Mais quand dans ta catégorie, t'as La Voix d'Inrajab, tu peux que le donner à Inrajab si l'Académie a bien voulu regarder ce film-là. On va partir sur meilleur scénario original. On a donc en sélection Blue Moon de Richard Linklater, Un simple accident de Jafar Panahi, Marty Suprême de Josh Safdie, Sentimental Value de Joachim Trier et Sinners de Ryan Coogler. Je le rappelle, mais du coup dans cette méta où Sinners ne gagne pas meilleur film, je pense qu'il donne meilleur scénario original à Ryan Coogler pour Sinners, parce que de toute façon il l'a gagné de partout. C'est pas vraiment ce que tu retiens le plus dans Sinners, c'est un scénario qui est incroyablement bien fait. Normalement le scénario c'est le truc que tu donnes quand tu sais pas quoi donner et tu te dis on veut quand même célébrer ce film là, on va lui donner scénario comme Get Out à l'époque, comme souvent à Cannes ils avaient donné à Coralie Farja pour The Substance.
Alors que c'est pas le scénario qui te pète le plus à la gueule dans The Substance. J'aimerais bien que quand même Ryan Coogler le gagne. Moi, mes choix perso, c'est Un simple accident, qui est hallucinant au niveau du scénario. Parce que en fait, t'as vraiment des scènes où c'est du plan fixe pendant genre 12-15 minutes même. Et en gros, c'est juste des légers panneaux comme ça. Légers panoramiques. Et en fait, tu suis un personnage qui va les discuter. Et en fait, du coup, la scène ne tient qu'à la pure écriture du texte, à l'interprétation des acteurs. Donc le film est incroyablement bien écrit. Pour moi, ça mérite d'être récompensé. Je pense pas qu'ils vont le donner à ce film-là. Ça a déjà gagné la Palme d'Or. Donc je pense qu'ils se disent, bon, ça a gagné la Palme d'Or, on va même pas le considérer, on va le donner à quelqu'un d'autre. Si c'est Sinners qui le gagne, je suis très content. Voilà. Meilleur scénario adapté, alors là c'est une autre paire de manches. Meilleur scénario adapté, ça veut dire qu'il y a un matériau de base et tu transposes ce matériau de base au cinéma. Voilà, c'est pour ça que par exemple t'as une bataille après l'autre en compétition, alors qu'on pourrait s'attendre à un scénario original de la part de Paul Thomas Anderson qui écrit tous ses films. Non, c'est adapté de Vinland de Thomas Pynchon. On a en compétition Bugonia, Frankenstein, on a Hamnet, on a Une bataille après l'autre, écrit par Paul Thomas Anderson, et on a Train Dreams. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Là où je vous disais que je pars dans une méta, Sinners ne gagne pas de gros prix, je pars dans une méta, c'est l'année Paul Thomas Anderson. C'est-à-dire que le frérot, ça fait 30 ans qu'il fait des grands films, il a jamais rien eu à part un truc à Berlin, je crois, pour Magnolia. C'est le moment, c'est son année, c'est time to shine. C'est allez on y va, on donne tout. Hein. C'est son dernier pari pour qu'il gagne un grand truc. Voilà, c'est le plus gros film de sa carrière. C'est peut-être le plus grand en termes de grandeur. Et encore, le mec a fait Magnolia, en termes de grandeur il s'y connaît. En termes de tous les acteurs qu'il y a autour, le budget, la campagne de com, c'est son plus grand film. Donc là on va partir de ce principe là. Je pense qu'il va tout rafler. Après c'est plus un Oscar de carrière. C'est plus pour récompenser tout un mouvement qui a eu, tout un élan de cinéma qui a eu depuis 30 ans, pour le récompenser pour toute sa carrière. Ce qui est amplement mérité. Et même parmi tout ça, je pense que c'est le film le mieux écrit. On a ensuite meilleure actrice dans un rôle secondaire. On a en compétition Elle Fanning pour Valeur sentimentale. Alors là je vais essayer de bien le dire quand même, on respecte les gens. Inga Hofstadter-Lilleas pour Valeur sentimentale. On a Amy Madigan pour Weapons. On a Wunmi Mosaku pour Sinners. Et on a Teyana Taylor pour Une bataille après l'autre. Alors là, pour deviner qui va le gagner, ah bah ça c'est une autre paire de manches. Alors pour faire mes recherches, j'ai regardé qui, j'ai mis là, j'ai fait sur ma prise de notes, j'ai mis qui a le plus de temps d'écran, surtout dans les acteurs. Mais il y a des actrices qui ont plus de temps d'écran et du coup qui expliquent par exemple qu'ils aient une plus grande performance, une plus grande profondeur de personnage, parce que comme ils apparaissent beaucoup plus longtemps dans le film, ils ont plus de chances de développer quelque chose. Les deux qui ont le moins de temps... Alors on va faire les trois qui ont le moins de temps d'écran. C'est Amy Madigan pour Weapons qui a 14 minutes 45. On a Teyana Taylor qui a 19 minutes 19 pour Une bataille après l'autre. Et on a Wunmi Mosaku qui a 21 minutes dans Sinners. Elle Fanning et Inga Hofstadter-Lilleas, pour moi elles ne vont pas gagner. Je serais très content qu'Inga le gagne parce qu'elle est vraiment dans le trio de Valeur sentimentale. Les trois personnages principaux entre guillemets jouent incroyablement bien. Ça joue vraiment entre Wunmi Mosaku, Teyana Taylor et Amy Madigan. Chacune a gagné des choses respectives. Donc c'est pour ça que ça rend le truc super compliqué. Wunmi Mosaku, elle a gagné au BAFTA. Amy Madigan a gagné au Critics' Choice Award. Amy Madigan a gagné au SAG. Et au Golden Globe, ça a été Teyana Taylor. Super pour deviner. C'est génial. Personnellement, mon Oscar personnel, je le donne soit Inga Hofstadter-Lilleas, soit Amy Madigan. Si Amy Madigan, je suis au paradis. Je suis au 7ème ciel. Alors ça me régalerait. Parce que déjà sa performance est absolument dingue. Et en plus c'est une grande performance dans un film d'horreur. Et les films d'horreur aux Oscars... C'est pour ça que Sinners aussi, qui est aussi c'est un film de genre, c'est un film d'horreur, on peut le considérer comme ça. C'est un film qui est assez radical, Sinners, et encore dans un cinéma où Ryan Coogler, vraiment sa ligne directrice c'est l'accessibilité. Il fait un film qui est assez radical par rapport à sa filmographie, qui est pas non plus radical par rapport à tout ce qui a été fait, qui est quand même un film qui te propose des vraies scènes de tension et d'horreur. Donc je suis tellement content qu'un film comme ça ait 16 nominations. Je serais incroyablement content qu'Amy Madigan le gagne. Et puis surtout, elle est là que un quart d'heure. Et pourtant, quand tu sors du film, tu ne penses qu'à elle. Elle te vole toutes les scènes, elle est terrifiante. Elle a une gueule qui est folle dans le film. Ouais, c'est même pas 20% du film. 15%, 20% du film. Ouais, c'est fou quoi. Je pense que l'Académie va récompenser Teyana Taylor. Je pense qu'ils vont faire la radia sur les acteurs. Teyana Taylor, ce qu'elle donne dans le film, c'est comme Amy Madigan. Elle te vole chaque scène. Elle est là 20 minutes sur un film de 2h40. Et pourtant, quand tu sors de la séance, tu penses qu'à elle quoi. Le film s'ouvre avec elle quasiment et finit avec elle quasiment. Aussi, tu sais, elle a toujours une scène. Mais elle, en fait, son fantôme, parce qu'elle disparaît très tôt dans le film, son fantôme hante chaque scène du film en fait. Tellement sa performance, son écriture est folle. Donc que ce soit Teyana Taylor ou Amy Madigan, je pense que ça joue vraiment entre les deux. Parce que Wunmi Mosaku, je la vois pas gagner. Elle a gagné le BAFTA, vraiment touchante dans ce film. Un peu comme un autre acteur, on va revenir, qui est dans meilleur acteur dans un second rôle.
En fait, c'est des personnages qui... En fait, on va pas apprendre trop de leur passé, mais les acteurs sont tellement forts qu'avec juste un regard, t'arrives à tout deviner. Pour moi, n'importe qui peut gagner. Je pense que ça va être Teyana Taylor qui va gagner. Et mon Oscar personnel, je donne soit à Amy Madigan, soit à Inga. Parce que Inga, elle est incroyablement touchante dans ce film. Mais après, elle a 33 minutes de temps d'écran. Donc il y a plus de temps de développer quelque chose. Meilleur acteur dans un second rôle. On a en compétition. Alors là c'est blindé aussi. Ça va être horrible. Meilleur acteur dans un second rôle. On a Benicio del Toro pour Une bataille après l'autre, qui ferait son deuxième Oscar. On a Jacob Elordi dans Frankenstein. On a Delroy Lindo pour Sinners. On a Sean Penn pour Une bataille après l'autre. Et on a Stellan Skarsgård pour Valeur sentimentale. Vous voyez que Valeur sentimentale est partout dans les catégories d'acteurs. Parce que c'est vraiment un film d'acteur. Alors là c'est une galère. On va repartir sur le temps d'écran aussi. Benicio del Toro a que 13 minutes dans le film et pourtant il est brillant. Delroy Lindo a que 18 minutes dans le film et il est hallucinant. Delroy Lindo, il est fou. Sean Penn a 33 minutes, alors là c'est un level. Tu te souviens que de lui. C'est dingue dans Une bataille après l'autre. On a Stellan Skarsgård qui a 1 heure. Est-ce que c'est vraiment un acteur principal? Là on peut avoir un débat. Et on a Jacob Elordi qui a plus d'1 heure. C'est pour ça que personnellement moi je le mets pas dans mes Oscars personnels et dans ce que l'Académie va récompenser, parce que pour moi ce n'est pas un acteur secondaire. C'est-à-dire que la moitié du film est avec lui. C'est-à-dire que t'as une moitié Victor, l'autre moitié Frankenstein. Donc c'est pas un acteur, c'est un acteur principal. C'est ça que je comprends pas trop dans cette catégorie. Mon Oscar personnel, je le donne à Delroy Lindo, parce que comme Wunmi Mosaku dans Sinners, il te suffit d'un seul regard, il te suffit d'une seule scène pour que tu devines tout ce personnage et pour qu'il te touche et pour qu'il te reste. Il vole toutes les scènes où il est dedans. Pour moi, c'est Delroy Lindo. Je pense que l'Académie va le donner à Sean Penn parce que son rôle est trop iconique pour passer à côté. Ça fera son 3e Oscar à Sean Penn, donc ce serait un sacré palmarès. Je serais très content que Sean Penn le gagne. J'aimerais beaucoup que Delroy Lindo le gagne. Après pour le reste, pour moi, il n'y a pas trop de compète. Là, on va rentrer dans le dur. Meilleur acteur. Qui a jamais été une course aussi serrée. C'est génial à prédire. Je suis sûr que je vais perdre parce que là, je tente quelque chose. De toutes les vidéos de pronostics que j'ai regardées, personne n'a jamais pronostiqué ça. Et si vous l'avez vu en premier, c'est sur Skyrock. Je vais tenter quelque chose. Meilleur acteur, on a donc en compétition Timothée Chalamet pour Marty Suprême, Leonardo DiCaprio dans Une bataille après l'autre, Ethan Hawke dans Blue Moon, Michael B. Jordan dans Sinners, Wagner Moura pour L'Agent secret. Quoi qu'il arrive, c'est une année qui est assez extraordinaire. Parce que personne n'a jamais gagné l'Oscar du meilleur acteur avec juste le SAG Award. Donc le SAG Award, c'est la cérémonie du syndicat des acteurs. Michael B. Jordan a gagné le SAG Award pour meilleur acteur. Personne n'a jamais gagné un Oscar avec juste ça. Donc s'il gagne, c'est historique. Un seul acteur a gagné avec un Golden Globe et un Critics' Choice Award. Uniquement, c'est la situation de Chalamet. C'est Sean Penn qui a gagné qu'une seule fois avec ça. Et Wagner Moura, personne n'a jamais gagné avec juste un Golden Globe. Donc quoi qu'il arrive cette année, ce sera quelque chose qu'on n'aura jamais vu quasiment. Mon Oscar personnel, je le donne soit à Timothée Chalamet, parce qu'il porte le film en fait. Les films des frères Safdie comme ça, c'est souvent concentré sur un personnage sur une durée de temps limitée, genre 1 jour, 2 jours. Là, il y a une petite ellipse quand même, ça dure plusieurs mois. Hein. Mais en temps pur, ça doit être genre 2 jours. Il porte le film, tout découle de lui. Je crois qu'il a le plus de temps d'écran parmi tous les acteurs parce qu'il est tout le temps là, avec Ethan Hawke aussi, parce que Ethan Hawke est partout dans ce film, dans Blue Moon. C'est une vraie performance. Et puis surtout, tu récompenses une manière de voir le cinéma. C'est-à-dire que, à la manière de DiCaprio, Timothée Chalamet, c'est un mec qui sait qu'avec son star power, il peut financer des films. C'est-à-dire qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il y a un auteur, il veut faire un film de cœur, il n'arrive pas à financer, et avec leur pouvoir, ils peuvent dire: je vais dans ton projet, je joue le premier rôle, je t'apporte une sécurité financière, parce que du coup, les studios vont investir sur moi, et je t'apporte aussi une sécurité au niveau du box-office. Parce que rien qu'avec ma gueule, il y a des gens qui vont aller voir ce film. Exemple, Marty Suprême, Timothée Chalamet, un faux biopic sur un ping-pong, sur un mec qui fait du ping-pong dans les années 50. Si ça avait pas été Timothée Chalamet, ça aurait pas fait les entrées que ça a fait en France et même aux États-Unis. C'est un box-office de dingue. C'est le plus gros succès de l'histoire d'A24. DiCaprio, il a fait ça plein de fois, juste avec Gangs of New York de Scorsese. Scorsese, il a voulu réaliser ce film depuis les années 80. Il a jamais réussi à le financer. Il a fallu qu'un mec comme DiCaprio arrive et lui dise: bon, bah, je t'apporte cette sécurité financière et cette manière de pouvoir avoir le box-office. Et il a financé Gangs of New York, qui est peut-être un des plus grands films en termes de largeur de l'histoire. C'est un niveau qui est absolument dingue. Et puis surtout, c'est des mecs qui disparaissent complètement dans la proposition d'un auteur. Donc pour moi, c'est super important de le donner à Chalamet. Wagner Moura aussi le mérite parce qu'il porte le film. Voilà, mais je pense pas qu'il va l'avoir. J'aimerais bien le voir gagner parce que je l'adore. Mais je pense pas qu'il l'ait. Michael B. Jordan, je suis pas sûr qu'il l'ait. Même si sa performance est assez dingue, hein, parce que du coup, il joue des jumeaux. J'adore Michael B. Jordan. S'il le gagne, je serais super content. Mais il y a d'autres gars que j'aimerais voir gagner avant lui. C'est là où je fais mon pari. Je pense qu'ils vont donner l'Oscar à Leonardo DiCaprio. Oui, là je suis fier de moi. Ça se trouve, je suis le seul à avoir fait ça. Ça se trouve, je fais le succès du siècle et je suis le seul à avoir prédit ça. Et je suis trop fier.
Ça se trouve, je me gourre complètement. Pour moi, je pars du principe qu'une bataille après l'autre, toute l'académie va le regarder, comme Sinners et comme Marty Suprême. Donc pour moi, ça se joue vraiment entre ces trois. Ce que donne Leonardo DiCaprio dans ce film-là, dans un registre qui est complètement différent. Là, il joue pas un personnage sérieux, il joue un perso qui est défoncé, qui est perdu, il sait pas quoi faire. Et puis surtout, il ne fait rien dans le film. C'est-à-dire qu'il fait plein de va-et-vient et tout, mais il ne progresse jamais. Il est toujours à la ramasse. Et c'est un autre registre parce que du coup, il a quelque chose de beaucoup plus comique. Et on n'a jamais vu DiCaprio comme ça. À part dans Loup de Wall Street aussi, il y a un petit côté comique dans Loup de Wall Street. Son jeu d'acteur c'est beaucoup plus une gestion du corps qui est différente aussi. Pour moi, c'est DiCaprio. Ils vont le donner à DiCaprio. Je sais pas pourquoi. Juste je le tente. Mon Oscar personnel partirait soit Timothée Chalamet, soit Wagner Moura. Ensuite, on a la catégorie meilleure actrice. On a en compétition Jessie Buckley pour Annette, Rose Byrne dans If I Had Legs I'd Kick You, Kate Hudson dans Song Song Blue, Renate Reinsve pour Valeurs Sentimentales. Je sais pas si je dis bien le Reinsve, je suis pas sûr, mais dans le doute. Emma Stone dans Bugonia. Emma Stone dans Bugonia, je trouve qu'on la considère pas assez. On la considère pas assez parce qu'elle a déjà 2 Oscars. Elle est incroyable dans Bugonia. Il y a le tandem qu'elle a avec Jesse Plemons, qui d'ailleurs est pas nominé, je sais pas pourquoi. Ils ont vraiment un tandem qui est assez extraordinaire dans le film. C'est sûr à 100% du 100, 2%, du 100, 2%, que ça va être Jessie Buckley pour Hamnet. C'est une vraie performance d'acteur. Le film tourne autour d'elle. Ce qu'elle donne dans le film, c'est assez dingue. En termes d'émotion, en termes de regard, en termes de manière aussi de gérer son corps. Surtout, en fait, il se passe un gros truc. Et son jeu d'acteur change complètement. C'est tout un autre rythme de comédie qui se passe. En fait, à chaque fois qu'elle joue dans un film, t'as l'impression que personne d'autre n'aurait pu le faire. Tellement elle est forte. Pour moi, c'est sûr que c'est Jessie Buckley. De toute façon, elle a tout gagné. Et ce serait vraiment historique qu'elle gagne pas. C'est-à-dire que dans les 15 dernières années, il n'y a qu'une seule actrice qui n'a pas gagné l'Oscar. Après avoir gagné le Critics' Choice Award, le Golden Globes et le BAFTA, c'était Cate Blanchett pour Tar en 2022. Si elle ne gagne pas, c'est hallucinant. Mon Oscar personnel, je donne à Renate Reinsve. Je la trouve dingue dans le film. C'est le cœur émotionnel du film. Ce qu'elle donne rien que dans la première scène, elle te happe, elle te touche. T'as l'impression de la connaître depuis toujours. C'est surtout un rôle où elle parle en 2 langues. Je crois que c'est du danois au début. Et après elle parle en anglais, donc c'est une performance qui demande 2 manières de prononcer des mots et d'avoir un rythme dans la parole qui est différent parce que c'est pas les mêmes langues. Et puis putain, cette scène de fin quoi, Valeurs Sentimentales, c'est extraordinaire. Le regard qu'elle donne à son père à la fin, ça m'a bouleversé, ce film est bouleversant. Pour moi c'est elle qui mérite l'Oscar. Elle va pas l'avoir parce que là c'est le raz-de-marée de Jessie Buckley. Rose Byrne aussi est dingue dans le film, apporte le film hein. Et Kate Hudson aussi, je trouve qu'on lui a pas mal manqué de respect hein. Mais Kate Hudson dans ce film là, elle est très touchante, elle est très naturelle. J'aime bien voir Renate Reinsve gagner. Ça va être Jessie Buckley, sans aucun doute. Meilleur réalisateur, on a en compétition Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre, Ryan Coogler pour Sinners, Josh Safdie pour Marty Suprême, Joachim Trier pour Valeurs Sentimentales, Chloé Zhao pour Hamnet. Pour moi, ça se joue qu'entre 2 réalisateurs, c'est pour ça que j'aurais pu mettre un joker. Ça se joue entre Paul Thomas Anderson et Ryan Coogler. Je ne pense pas qu'ils vont le donner à Ryan Coogler. Je fais ce pari, je pense que c'est l'année Paul Thomas Anderson. Il mérite amplement. Et puis surtout, c'est un peu un film somme. C'est un peu comme Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino ou The Irishman de Scorsese. C'est-à-dire qu'il résume tous ses thèmes en un seul film. C'est son plus grand film. Il savait que c'était sa plus grande chance de gagner un Oscar. Il s'est dit, je vais y aller. Je vais finaliser le script que j'essaie d'écrire depuis 20 ans. Et on va tout donner. En fait, il te fait tellement un truc fort en réunissant tous ces thèmes, surtout autour de l'héritage. Qu'est-ce que tu vas donner aux générations futures? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais mais il va gagner juste parce que c'est un film politique. Non, ça prend pas c'est pas une radicalité politique sur un message politique précis qui est non plus extraordinaire quoi. C'est plutôt un film autour d'un père et de sa fille. C'est un film d'héritage. C'est une bataille après l'autre. Le personnage de DiCaprio, il a fini sa bataille. Il donne l'autre bataille. Il donne à sa fille ce sentiment de vouloir faire changer quelque chose. Cette volonté de vouloir continuer en tant que société et de changer la société en bien. Mais en même temps, Ryan Coogler, s'il le gagne, ce serait le premier réalisateur noir et même afro-américain qui le gagne. C'est trop important, c'est la 98e édition. Oh les gars, fallait récompenser avant quoi. Il y a aussi Joachim Trier qui fait des trucs absolument hallucinants dans Valeurs Sentimentales. Tout ce truc qui tourne autour de la maison, qui parle aussi de cinéma. C'est un film qui parle beaucoup de cinéma et de la place de l'art chez un individu. Le personnage de Stellan Skarsgård, c'est le cinéma, c'est sa vie quoi. Toute sa vie tourne autour du cinéma et quand il essaie de recoller avec sa fille, il le fait à travers le cinéma, il lui propose un script pour qu'ils jouent ensemble. Il sait qu'il veut tourner un film et il veut un seul directeur de la photo bien précis, qui est un de ses potes, qu'il a pas vu depuis 20 ans, depuis qu'il a tourné son dernier film. Et il va le voir et ils se réunissent autour de ce cinéma-là. Le cinéma, c'est sa raison de vivre, mais je pense pas qu'il gagne. Et Chloé Zhao, Hamnet, je pense pas. C'est l'année Paul Thomas Anderson. Meilleur film! On a bientôt fini!
On a bientôt fini. Meilleur film, on a donc en compétition Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême, Une bataille après l'autre, L'agent secret, Valeurs sentimentales, Sinners et Train Dreams. Je vous ai dit, pour moi Sinners ne gagne pas meilleur film. C'est l'année Paul Thomas Anderson. C'est son moment. It's time to shine. C'est ton moment mon coco, tu vas aller me chercher ce meilleur film. Il y a des films que j'aimerais bien voir gagner quand même, mais c'est Paul Thomas Anderson quoi, c'est son année, tu peux rien faire. En particularité Train Dreams qui est un super beau film. Dans ce truc là de la réalisation en fait, c'est qu'est-ce que tu décides en tant que réalisateur de montrer ou de pas montrer. Train Dreams je trouve que c'est absolument parfait dans ce truc de te donner pile ce qu'il faut en termes d'éléments, en termes de plans, en termes de développement de personnages pour qu'après tu te fasses ton film dans la tête, pour que tu réfléchisses à ce qui s'est passé entre ces moments de flou, parce qu'il y a des ellipses qui sont juste en un cut, il y a des mois et des années juste en un cut et c'est pas expliqué, et je trouve que c'est super fort dans ce truc de te laisser imaginer et de te montrer pile ce qu'il faut. Train Dreams c'est sur Netflix, allez le voir. Sinners c'est un film qui est absolument extraordinaire, c'est peut-être le film dont on se souviendra plus, c'est un film qui est culte, c'est horrible de dire ça, un film qui est déjà culte, mais c'est un film qui est sorti en avril de l'année dernière, ça fait 1 an que c'est sorti et on en parle comme si c'était sorti il y a 2 semaines. C'est un miracle ce film. C'est un film qui célèbre une culture, la culture afro-américaine. C'est trop important que ce soit représenté. Ah, ça va peut-être le gagner, c'est compliqué. Meilleur film, ça peut avoir une surprise. Ça peut être un film qui n'a absolument rien gagné pendant toute la soirée. Ça peut être Hamnet qui gagne. Pour moi, c'est Une bataille après l'autre. C'est mon Oscar personnel, je pense qu'ils vont le donner aussi. C'est pour féliciter Paul Thomas Anderson du travail qui est fait depuis 30 ans. Le mec a fait combien de chefs-d'œuvre? Il a fait Boogie Nights, il a fait Magnolia, il a fait There Will Be Blood. Oh! Et surtout, Une bataille après l'autre, il a gagné meilleur film au BAFTA, au Golden Globes, au Producers Guild Award, il a gagné au Critics' Choice Award, et il y a que 2 films qui n'ont pas gagné meilleur film en ayant eu ce palmarès dans toutes les autres compétitions, c'est Brokeback Mountain et c'est La La Land. On peut s'attendre à une surprise en meilleur film. À part s'il y a un sweep d'une bataille après l'autre, on peut s'attendre à une surprise. On va partir sur ça, on verra bien. Voilà pour cette année. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. On verra au montage. J'espère que ce sera digeste. J'espère que ce sera cool. Du coup, après, on va faire la deuxième partie avec moi qui réagit et qui va compter mes points. Qui va réagir pendant la nuit des Oscars. On verra bien. Ça va être à 1h du mat. Ça va être super. Je vais être frais comme un gardon. Ça va être, ça va être génial. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos prédictions et à me les dire en commentaire. Et puis, ciao ciao!